Yo la MIF, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez la MIF Prod et dans ce podcast on va parler de l'univers des podcasteurs à travers mon parcours et celui d'autres créateurs. Aujourd'hui j'accueille Gabriel Massé qui a créé avec le studio Biloba plein de podcasts hyper ludiques comme Culture G, Pépites d'Histoire et bien d'autres. Dans cet épisode, Gabriel nous parle avec passion de son parcours et nous raconte comment il nourrit sa curiosité avec ses projets. Il nous parle aussi de la rigueur qu'un podcasteur doit avoir, au même titre qu'un journaliste, pour transmettre une information de qualité, utile et vérifiée. Bref, je pense que vous allez adorer cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. L'objectif, c'est de transmettre aux gens. Enfin, c'est vraiment de donner le plus de culture et de qualité, quoi. Et surtout, de façon gratuite. Parce qu'on veut construire un modèle économique qui fonctionne uniquement sur la publicité. À la base, quand je les ai développés, c'était vraiment pour avoir quelque chose, enfin, pour créer ce que j'arrivais pas à trouver. C'est une des règles de base du travail journalistique. C'est totalement indispensable de les respecter pour faire du travail de qualité. Et c'est vrai que je l'utilise au quotidien dans mon travail de podcasteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir au micro de mon podcast Gabriel Massé, journaliste et créateur de nombreux podcasts absolument passionnants. Bonjour Gabriel. Bonjour Alexis. Alors on va parler de ton parcours, de tes points de bascule, mais je vais raconter avant comment je t'ai rencontré. À la base, je regardais j'écoutais des podcasts, je suis tombé sur ton podcast Culture G. Et puis en remontant, je suis arrivé sur ta page LinkedIn et j'ai regardé ton parcours, tes sites, tes autres podcasts. Et j'ai envie de te faire une déclaration d'amour. Donc je t'ai fait cette déclaration d'amour. Et le lendemain, je me suis dit que j'avais envie d'en savoir plus sur toi et d'autres podcasteurs. Et ça m'a donné envie de rediriger ma ligne édito. Et c'est pourquoi je t'ai invité en premier surtout. Mais du coup, voilà, symboliquement un peu, t'es celui qui m'a donné envie de changer la direction de mon podcast. Alors je te remercie. Eh ben, j'en suis ravi. Écoute, ça peut créer des vocations. Après cette intro, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Gabriel Massé, je suis journaliste, donc journaliste de formation. J'ai travaillé comme journaliste reporter d'images en télé, puis ensuite en radio comme présentateur. Je suis resté 2 ans comme présentateur week-end et en fait, ça me permettait en semaine de développer à côté des petits projets parce que c'est vrai que comme je travaillais tous les week-ends, j'avais des jours off qui étaient pas les mêmes que la plupart des gens de mon entourage, de mes proches et amis. Et donc, j'ai développé un podcast que j'avais lancé déjà depuis quelques temps qui s'appelle Culture G, qui est un podcast qui avait pour objectif de rendre la culture générale accessible, mais sans concession. C'est-à-dire que l'idée, c'était de faire des contenus pour tous, mais qui pour autant soient travaillés autant sur la forme que sur le fond, avec un gros travail de recherche et aussi un gros travail d'habillage sonore. Donc ça, j'ai développé ce podcast, je l'ai lancé il y a 4 ans et donc je l'ai vraiment développé quand j'étais présentateur radio et ça a bien décollé à tel point que j'ai commencé à toucher quelques revenus 2 ans après la création de ce podcast et je me suis dit: «Tiens, est-ce que ce serait pas aussi, ce serait pas un potentiel métier? Est-ce qu'on pourrait en vivre?» Je savais pas trop. J'ai continué à faire ça en parallèle, de mon boulot et puis, ça a continué de se développer et donc je me suis dit: «Je vais lancer un deuxième, puis un troisième podcast» avec, d'autres idées, aussi en poussant un peu plus loin certaines thématiques, qui m'étaient particulièrement demandées par des auditeurs de Culture G. Et puis du coup, j'ai fini par quitter en août dernier, donc ça va faire 1 an, j'ai quitté mon poste de présentateur radio pour me consacrer à 100 au podcast. J'ai pu développer comme ça, de nombreuses chaînes supplémentaires. Là, il y en a 8 actuellement et il y en aura bientôt 12 puisqu'on en a 4 en cours de création et je dis «on» parce que du coup, je suis plus tout seul. Pendant cette année où j'ai développé mes podcasts, je me suis entouré de 2 personnes, donc un alternant et un salarié et une salariée, une rédactrice et puis également des freelances, donc qui travaillent dans le monde de la radio, du podcast, essentiellement des voix, mais aussi un petit peu d'autres métiers parce qu'on a souvent besoin d'un coup de main pour tel ou tel sujet, un graphiste, et cetera, et cetera. Donc je me suis entouré de tout un réseau de freelances avec qui je travaille plus ou moins régulièrement. Ok. Et tu me dis que tu étais à la radio avant. Est-ce que c'était une vocation, du coup, l'audio, la radio, ou c'est Oui. arrivé petit à petit ? Oui, c'était une vocation. C'était une vocation, enfin, j'ai souvenir d'avoir
j'ai découvert la radio quand j'étais au lycée et je me suis dit: «Mais c'est extraordinaire». Vraiment, je me rappelle très, très bien de ce moment où je me suis dit un matin, je me suis dit: «Mais en fait, c'est génial que j'écoute la radio le matin». Ça s'est fait, assez naturellement, parce que, j'ai quelqu'un qui me dit: «Bonne journée» avec le sourire, à 7 heures. Voilà, il est 7 heures, très bonne journée à tous. Et je me suis dit: «Tiens, j'aimerais bien être cette personne qui souhaite la bonne journée comme ça à toute la France». Donc du coup, naturellement, voilà, je me suis dirigé dans mes études et cetera, vers ce métier. Pendant un temps, je me suis dit: «Tiens, la télé, c'est pas mal aussi». Mais, il y avait des contraintes et puis, en fait, ce que j'aime le plus, c'est le travail de la voix. C'est aussi l'écriture orale. Donc du coup, je suis revenu à la radio, assez peu de temps après. Et puis, en fait, quand j'étais en radio, j'étais frustré, comme beaucoup de journalistes radio par, les timings. Parce qu'en fait, je présentais des flashs. D'ailleurs, ça m'arrive encore d'en présenter puisque je suis toujours joker pour cette radio, qui est la radio Alouette dans le Grand Ouest. J'habite à côté, qui est la première radio régionale de France. Et en fait, on a des timings assez courts quand on présente les infos, de 7 heures à 7h02. C'est sûr qu'on n'a pas le temps de dire grand-chose. On n'a en tout cas pas le temps d'approfondir. Et ça, c'était un regret. Et c'est pour ça que j'étais heureux d'écrire des podcasts à côté. Je le faisais vraiment par plaisir à la base. Et je suis pas le seul. Il y a beaucoup de journalistes radio qui font aussi des podcasts en perso. D'ailleurs, je dis des podcasts, mais parfois c'est des projets audio tout simplement, parce qu'il y a aussi tout un tas de choses qu'on peut faire avec de l'audio. Notamment, il y a un animateur radio avec qui j'ai travaillé qui, lui, faisait des petits sketchs, qui s'amusait à enregistrer des petites fictions, enfin bref. Alors que c'était un petit peu éloigné de ce qu'il faisait, mais ça lui permettait d'avoir, de la liberté et puis de s'amuser avec sa passion. Donc voilà. Et je suis resté attaché à la radio parce qu'il y a quand même quelque chose avec le direct, mais dans le podcast, je m'épanouis plus parce que justement j'ai cette liberté, que donne le format, de la durée d'un épisode, du temps qu'on peut passer à rechercher et puis aussi, la grande liberté du podcast, c'est qu'on peut changer d'avis. Le mois prochain, je pense que je vais diffuser tel épisode dans mon podcast Pépites d'Histoire, qui est un format mensuel, parce qu'il y a un gros travail de recherche. Mais en fait, si j'ai pas terminé mon travail de recherche, si j'ai pas eu le temps de lire tel bouquin et j'ai découvert qu'il était en fait assez important pour parler de ce sujet, ben, je vais simplement le reporter d'1, 2, 3 ou 4 mois même. Ça m'est arrivé, là, j'ai un sujet que je reporte depuis 6 mois parce que je veux le faire au mieux. Voilà, je veux vraiment qu'il soit bien cet épisode. Et donc, du coup, bah, je vais en avancer un autre qui finalement est un peu plus simple à écrire. Et cette liberté-là, on la trouve, enfin, il me semble, hein, que dans le podcast, parce que en radio, on a quand même une contrainte, on a quand même des contraintes de planning, de programmation. C'est un peu moins simple de jouer comme ça avec les épisodes. Ouais, Puis c'est les plus structuré, quoi. très compréhensifs. Pardon. Et du coup, c'est marrant, tu pars de cette frustration et de cette découverte de liberté. Et ça me fait penser un peu au début de YouTube, mais en plus, euh, Complètement, en fait, en plus complètement. mature parce que c'est pas la même forme, mais c'est pas le même contenu, ni les mêmes auditeurs. Mmh. Et ouais, cette liberté-là, je la retrouve, mais elle est tellement puissante. Enfin, moi, j'ai pas connu la radio, du coup, ni la télé, d'ailleurs, comme toi, mais Ah bah, il faut écouter, il y en a encore, il y a des excellentes émissions. oui, oui. Ceux qui aiment les podcasts et ceux qui s'y intéressent, moi, je leur conseille toujours d'écouter un peu la radio. Parce que on a beaucoup à apprendre. La radio, c'est juste notre grande sœur. Je veux dire, quand on fait du podcast, on fait juste de la radio 2.0. Voilà, c'est juste. Avant, enfin, c'est un petit peu comme la télé et YouTube. C'est un bon exemple, ce que tu cites avec YouTube. Parce qu'en fait, YouTube, c'est juste une nouvelle manière de faire de la télé. Depuis chez soi, avec une très grande liberté de format, de ton, et puis des sujets qu'on choisit, et puis les gens ils regardent ce qu'ils veulent, ils passent d'une vidéo à l'autre. Bon bah finalement le podcast c'est un petit peu ce qui s'est passé avec YouTube et la télé, avec la radio. Voilà, on passe d'un sujet à l'autre, il y a une très grande liberté, il y a à la fois des contenus très pro comme sur YouTube et des contenus plus amateurs. Et puis en fait le consommateur, celui qui va regarder ou écouter, il peut passer de l'un à l'autre, il choisit, ça lui plaît un peu moins, il zappe comme il pouvait faire à la télé, mais là sur Internet avec une plus grande diversité et voilà la possibilité de ne pas avoir la contrainte d'une programmation. Parce que bah, il n'y a pas 15 chaînes. Là, il y a des milliers et des milliers de chaînes. Ça, c'est valable sur YouTube, mais c'est valable aussi en podcast. Et tu parlais tout à l'heure
des émissions radio le matin qui te disaient qui te souhaitaient bonne journée avec le sourire. Tu penses à laquelle, par exemple? Moi, j'ai toujours beaucoup écouté la matinale de RTL, de Ouais. Yves Calvi. Yves Calvi, c'est la voix qui m'a fait aimer la radio. Et c'est la voix que j'écoute encore. Je pense que je serais très triste le jour où j'aurais plus la voix d'Yves Calvi à la radio. Après, c'est sûr que quand on bascule de l'autre côté, on écoute un peu moins, parce que quand on produit, on passe déjà sa journée avec un casque sur les oreilles. On écoute un tout petit peu moins la radio, mais c'est vrai que moi, j'essaye de garder ce plaisir d'écouter. C'est valable aussi pour les podcasts d'ailleurs. Puisque je pense que tout au long de mon parcours, j'ai quitté petit à petit. Enfin, j'étais du côté auditeur et je suis devenu du côté créateur. Et en fait, c'est important quand on passe de l'un à l'autre de pas arrêter d'écouter. Parce que si on arrête d'écouter, on arrête de se nourrir. C'est pas Bien sûr. possible de produire sans se nourrir. C'est si on voit pas comment font les autres, si on repère pas d'ailleurs les choses intéressantes chez les autres. Il y a les plagieurs et évidemment c'est pas ça ce dont je parle, mais il y a aussi l'inspiration, c'est-à-dire simplement de se dire tiens c'est intéressant, j'aime bien sa manière d'attaquer un sujet. Je me faisais la réflexion l'autre jour, j'écoutais un podcast et je me disais tiens c'est amusant la façon dont il commence les épisodes. Je me suis dit tiens j'essaierai peut-être de faire ça sur un prochain épisode pour voir comment c'est accueilli par les auditeurs. Bon ça c'est des choses qui sont intéressantes et si on arrête d'écouter, eh ben on arrête d'avoir des idées, on s'installe dans une routine et je pense que ça peut fonctionner de s'installer dans une routine, mais je pense que c'est dommage parce que c'est aussi ce qui fait que ça continue de nous passionner, c'est parce qu'on continue d'essayer des choses. Qu'est-ce que t'aimes dans ton travail aujourd'hui? Et même dans ton quotidien? Je pense que ce que j'aime le plus, c'est la diversité des sujets traités. Parce qu'en fait, maintenant, alors, comme je disais, on a 8 podcasts. Mmh. Alors, pour vous balayer ça très vite, Culture G, c'est le plus important. Pépite d'histoire, donc qui s'appelait avant Perles d'histoire, c'est le deuxième plus gros. Donc ça, c'est un podcast sur les anecdotes historiques. Ça, c'est vraiment les deux qui me prennent le plus de temps parce qu'il y a un très gros travail d'écriture et de recherche. Et donc déjà, autant la culture générale que l'histoire, bon bah, ça fait déjà une bonne diversité de sujets. Mais on a aussi un podcast de sciences, donc qui là est un podcast animé par des professeurs scolaires, enfin du collège et du lycée, sur des thématiques en lien avec le programme scolaire. Donc toujours avec un petit pas de côté pour que ce soit sympa à écouter, mais bon, c'est quand même intéressant et c'est des outils qui peuvent s'utiliser en cours. Donc ça s'appelle Science Infuse. Et donc ça, pareil, c'est extrêmement différent de ce que je peux avoir dans les autres podcasts. C'est très intéressant, notamment de travailler avec des profs. Je vous invite à l'écouter. Franchement, c'est un podcast qui est très chouette et je pense que l'éducation nationale devrait s'inspirer parfois parce que là c'est vraiment c'est des profs qui animent et c'est vraiment top. Un autre podcast donc, qui lui pour le coup a demandé beaucoup de travail dans l'année qui vient de s'écouler, c'est Le Meilleur Résumé. Ça, le principe, c'est de rendre la littérature accessible. En fait, c'est une rédactrice qui travaille dessus, qui lit les œuvres, les grands classiques de la littérature et qui les résume, qui les condense dans un nouveau format qui dure entre 15 minutes et une demi-heure et qui s'écoute qui permet d'écouter une œuvre. Voilà, un classique, par exemple, Le Rouge et le Noir, vous avez jamais réussi à le lire, vous pouvez l'écouter en une demi-heure. Leurs retrouvailles sont d'abord très froides, puis passionnées, et elles tournent mal quand Monsieur de Rênal frappe à la chambre de son épouse. « Ouvrez-moi vite, il y a des voleurs dans la maison, on a retrouvé leur échelle !» Julien n'a que le temps de s'enfuir par la fenêtre et de courir le plus vite possible. Des coups de feu se font alors entendre, les balles sifflent tout autour de lui, mais il s'en sort finalement sain et sauf. Et ça, par exemple, c'est vrai que c'est encore une fois extrêmement différent. On va se plonger dans un autre univers. Hein. Franchement, la littérature française et les grands classiques, en tout cas, chaque œuvre est une nouvelle pépite à découvrir. Clairement, j'aurais pas le temps de tous les lire. J'en ai lu certains. Ce podcast, c'est aussi un moyen de nourrir sa culture littéraire. Et ça, c'est passionnant. Je pense que ce que j'aime le plus, c'est justement la diversité. Là, on a des projets. Je peux pas tout citer, hein, mais là on a des projets sur un podcast sport par exemple. Mmh. C'est vraiment un projet extrêmement enthousiasmant. Moi j'ai découvert le sport assez sur le tard parce que j'étais pas particulièrement sportif. Je l'ai découvert en tant que journaliste radio et j'ai trouvé qu'il y avait des histoires incroyables à raconter. Et avec ce podcast, je les découvre. En fait, je les approfondis et je trouve ça vraiment passionnant. Et je travaille en plus là sur ce projet avec un autre journaliste qui est quelqu'un de très talentueux. Et voilà, c'est sûr qu'on se nourrit de tout ce qu'on fait découvrir aux gens.
et c'est ce que j'aime le plus. C'est excellent. Mais du coup, la diversité, ouais, la culture et la curiosité que tu nourris et aussi la transmission. Et, euh, Complètement. C'est un et studio. Enfin, de toute façon, moi, j'ai créé un studio qui a pour objectif de transmettre. C'est pas, enfin, on fait pas ça pour se raconter des histoires sur nous-mêmes ou je sais pas quoi. Enfin, l'objectif, c'est de transmettre aux gens. Enfin, c'est vraiment de donner le plus de culture et de qualité, quoi. Et surtout, de façon gratuite. Parce que ouais. on veut construire un modèle économique qui fonctionne uniquement sur la publicité. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de studios de podcasts, notamment, qui tendent vers l'abonnement. Nous, on veut rester sur ce format très accessible, gratuit. Et c'est un vrai défi, hein. Ouais, bah oui, forcément. Si c'est gratuit à la diffusion, ça doit être un casse-tête pour financer tout ça. Mais Exactement. est-ce qu'au niveau de la transmission, ce serait pas un genre de rêve de gosse ou juste une manière de créer ce que tu n'as jamais reçu, enfin ce que tu aurais aimé recevoir justement au moment de tes études? Alors c'est tout à fait ça. Quand j'étais gosse, comme tu dis, je me suis posé la question, soit d'être prof. Bon, ça a pas suscité un grand enthousiasme de la part de mon entourage, de ma famille. Mais je me posais la question. C'est vrai que j'aimais beaucoup lire et j'aimais beaucoup écouter. J'ai souvenir d'avoir trouvé quelques contenus. Alors moi, je suis aussi un ado de la génération Donjons de Nullbuck et je me disais, c'est génial en fait de pouvoir se plonger dans un univers comme ça en écoutant. Il n'y avait pas une très grande diversité de propositions, hein. Donc les quelques contenus audio qu'on pouvait trouver comme ça, on se les filait sur nos baladeurs MP3 à pile à l'époque et c'était extraordinaire. Et je me disais, c'est fou parce que si on pouvait écouter, enfin, je me rappelle m'être dit très précisément quand j'étais au collège, si on pouvait écouter Antigone, ça éviterait d'avoir à lire ce truc qui est insupportable parce que j'arrivais pas à le lire. J'arrivais pas, j'accrochais pas, quoi. Et je m'étais dit, ce serait génial de pouvoir l'écouter. Bon, ben aujourd'hui, avec le meilleur résumé, on a fait Antigone. C'était un des premiers qu'on a sorti. Quand il est sorti, je me suis dit, mais c'est génial. Ça y est, j'ai réalisé. Enfin, c'était quelque chose que je n'imaginais même pas faire quand j'étais gosse, mais j'y avais pensé. Et donc ça, c'est sûr. C'est trop bien. Ça fait partie, voilà, de mes rêves de gosse, c'était de transmettre, soit en étant prof, soit en étant journaliste. J'ai trouvé un petit peu l'entre-deux avec l'audio qui a toujours été une passion. En fait, je crée encore ce que j'ai envie d'avoir parce que, pareil, le meilleur résumé, pour tout te dire, j'ai cherché, en fait, j'ai cherché ce podcast-là pendant longtemps. Donc quand j'étais ado, j'y ai pensé. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait plein de contenus qui se créent, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont faites ces 10 dernières années, malgré tout, même si le podcast est un format émergent depuis 3-4 ans, il y a quand même eu des choses, notamment des services de Radio France, etc. Donc, Mhm. beaucoup de choses très intéressantes. Moi, je suis aussi arrivé dans le format livre audio par Radio France, par France Culture, etc. Et je me suis dit, c'est génial, il y a énormément de super contenu, mais il n'y a pas ça. Voilà, il n'y a pas ça. Et donc, je me suis dit, bah, je vais le faire. Je vais essayer en tout cas. Et j'ai mis du temps, j'ai vraiment mis beaucoup de temps à trouver le bon ton, le bon format, les bonnes personnes pour travailler dessus. Ça a été un travail, enfin même pour chaque épisode, il y a un travail que vous pouvez pas imaginer, c'est tellement considérable, mais ça permet de produire quelque chose qui n'existe pas. Et je pense que enfin, l'ensemble de mes podcasts, quand je les ai créés, je crée quelque chose qui n'existait pas, ou en tout cas que je ne trouvais pas sous cette forme. Mon podcast Culture G, maintenant, il y en a des tonnes qui ressemblent, mais quand je l'ai créé à la base, il n'y en avait aucun qui ressemblait. Il n'y en avait aucun. Il y Mhm. avait un seul podcast de culture générale qui faisait du format très court, qui existe encore et qui est encore dans les tops, mais c'était du format très court et j'étais pas complètement convaincu par le format parce que je trouvais qu'on approfondissait pas suffisamment ou voilà, ça me semblait pas être le format le plus adapté pour de la transmission culturelle, ou en tout cas, c'est plutôt un format popcorn. Enfin, vraiment, son format à lui, c'est vraiment, on grignote un petit quelque chose. Moi, j'aimais bien creuser un peu plus. Et c'est pour ça que j'ai lancé Culture G. Et surtout, je voulais aussi qu'il soit habillé, parce que je trouve que on a envie d'écouter quand il y a de la musique, quand il y a des bruitages. J'ai même mis des petits extraits de films. J'étais un des premiers à le faire à l'époque. Alors, je dirais pas que je suis le premier, même si j'en écoutais aucun à l'époque qui le faisait, parce qu'il y en avait certainement quand même. Et puis c'était un format, enfin, ça s'était déjà bien répandu avec YouTube. Mais en podcast, en tout cas, je me suis dit, c'est chouette, on peut ajouter ça, on peut rebondir sur des petits extraits de films qui nous parlent, voilà, qui sont des références de notre génération. Je pense notamment à Kaamelott, OSS 117, même les Louis de Funès avec lequel j'ai grandi comme beaucoup. Enfin, c'est vraiment la culture française et c'est vrai que c'est ce qui passe à la télé le dimanche. Et je trouve que d'arriver à caler ça dans des épisodes de culture générale avec vraiment
vraiment les 2 ou 3 petits mots qui font que ça crée un petit enchaînement un peu rigolo ou en tout cas que ça rebondit sur l'information, ça permet de mieux retenir l'information. Et c'est pour ça que ça me semblait chouette de le faire. Et quand je l'ai créé, ça n'existait pas. C'est valable pour l'ensemble des podcasts que j'ai créés, même si depuis il y en a qui ressemblent. À la base, quand je les ai développés, c'était vraiment pour avoir quelque chose, pour créer ce que j'arrivais pas à trouver. Ok, oui, tu t'es parti d'un besoin et t'en as fait un genre de projet du coup. Mais... Exactement. J'avais fait un projet et puis un projet passion, puis maintenant du coup un jeune studio de podcast, on peut dire ça. C'est très bien, hein. On te souhaite le meilleur en tout cas. Mais merci. Et quelles sont pour toi les qualités d'un bon podcasteur? Je te réponds très brièvement. Je pense qu'un bon podcasteur, c'est quelqu'un de rigoureux. Parce qu'il faut être rigoureux à la fois dans le travail d'écriture. Alors après, ça dépend évidemment du contenu podcast, mais soit on prépare une interview, soit on prépare un sujet narratif sur lequel on a fait des recherches, etc. Et la rigueur est importante parce que autant pour une interview, faut pas être à côté de la plaque, autant pour un sujet narratif, il faut avoir fait suffisamment de recherches pour pas passer à côté du sujet, pour pas dire d'erreur, pas dire de bêtises. Voilà, on en fait parfois. Moi, ça m'est arrivé. Alors, c'était vraiment idiot, mais c'était une des premières erreurs qui a été une vraie leçon. J'avais mis sur un sujet de pépite d'histoire, sur un avion à réaction, j'avais mis un bruit. J'avais dit l'avion démarre et j'avais mis un bruit d'avion à hélice qui démarre. C'était vraiment c'était idiot. J'avais pas fait particulièrement attention, mais les gens m'ont écrit des messages et m'en écrivent encore sur cet épisode pour me dire attention, c'est pas le bon bruitage. Bon, j'ai envisagé souvent de le changer, puis je me suis dit après tout, voilà, j'ai appris de cette erreur, donc je la laisse. Et puis elle est vraiment pas dramatique, mais c'est intéressant parce que il faut être rigoureux jusqu'au bout. Voilà. Donc je pense qu'un bon podcasteur, c'est un podcasteur rigoureux et c'est aussi rigoureux dans la diffusion. C'est important de pas forcément être trop strict sur la diffusion. C'est pas très grave si le podcast a 1 ou 2 jours de retard. Je suis pas sûr que tous mes auditeurs soient totalement d'accord avec ça, mais moi je me dis c'est pas grave. Voilà, je l'ai pas sorti aujourd'hui, je le sortirai demain. Si j'ai envie de faire une dernière modif parce qu'en le réécoutant dans la dernière valide, etc. Alors ça, c'est sûr que quand on arrive à programmer, c'est bien, mais quand on a parfois des périodes de rush parce qu'il y a des imprévus, ça arrive. Et dans ce cas, on peut reporter d'1 ou 2 jours. Mais c'est vrai que c'est bien de pas laisser tomber son podcast. Et notamment les petits podcasteurs, moi, je leur recommande, s'ils veulent développer durablement leur audience, d'arriver à être rigoureux, de pas laisser tomber pendant 6 mois. Parce que c'est le meilleur moyen d'arrêter, c'est le meilleur moyen de pas avoir de résultats. Ouais, et de se démotiver par la suite, c'est sûr. Exactement. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ou que tu puisses donner, toi? J'ai eu la chance d'être formé dans une très bonne école de journalisme qui s'appelle le CFJ, où en fait j'ai appris toutes les bases pour être journaliste radio. Et en fait, le métier de podcasteur est assez proche du métier de journaliste radio. Donc en fait, j'ai énormément appris. On m'a donné beaucoup de conseils, mais c'était pas spécifiquement pour le podcast. Mais aujourd'hui, ça me sert tous les jours. Moi, je pense que si je devais donner un conseil, c'est vraiment de s'appliquer une méthodologie, de pas se dire que je fais un truc artistique. Alors si on peut faire un truc artistique, évidemment, mais dans ce cas, le résultat sera artistique. Si on veut produire quelque chose qui soit professionnel, ou en tout cas qui y ressemble, qui y tende, il faut s'appliquer des méthodologies, et celles-ci, elles viennent pas de nulle part. Je pense que c'est intéressant de voir comment fonctionne, notamment, on parlait tout à l'heure des journalistes radio, mais de voir comment fonctionne la radio, de voir comment fonctionnent les rédactions, comment travaille un journaliste. Moi, une des règles de base que j'utilise, mais vraiment au quotidien, c'est celle des 5 W. Alors, je vais pas avoir le temps de vous le développer, mais allez taper les 5 W sur Google et vous trouverez toutes les explications. C'est une des règles de base du travail journalistique, mais alors vraiment de base, c'est totalement indispensable de les respecter pour faire du travail de qualité. Et c'est vrai que je l'utilise au quotidien dans mon travail de podcasteur, mais vraiment au quotidien. Et je les ai acquis lors de ma formation de journaliste. Mais si vous êtes maçon et que vous décidez de faire du podcast à côté, c'est vrai que c'est une bonne idée d'aller vous renseigner sur ces règles, sur cette façon de travailler pour pas faire d'erreurs. Et alors vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de choses à trouver sur Internet pour écrire un bon article, préparer une interview. Vous trouverez beaucoup de choses et beaucoup de règles comme ces 5 W. Et si vous vous en inspirez, si vous essayez de les respecter,
vous allez faire des trucs qui seront vraiment beaucoup mieux et puis vous allez le constater, vraiment. Ok, bon, on prend ces conseils. Et donc, plutôt rigueur et méthodologie. Rigueur Ouais, plutôt bah, et méthodologie. je suis peut-être trop. Ça donne l'impression que je veux trop enfermer les gens dans un cadre, alors que non, c'est un format d'immense liberté, évidemment, mais c'est juste que si on veut être libre, il faut que le cadre, il soit bien défini. Ça, c'est clair. C'est valable d'ailleurs, je pense que c'est valable dans la vie, c'est valable dans tout, en fait. Mm. Si pour être vraiment libre, il faut que le cadre soit placé. Et si, par exemple, vous avez préparé votre interview, vous connaissez l'interlocuteur que vous avez en face, vous allez pouvoir facilement aborder des thématiques diverses et variées, puisque vous savez à qui vous vous adressez. Vous allez être beaucoup plus libre. Alors qu'en fait, si vous n'avez pas suffisamment préparé, que vous savez pas, voilà, vous avez peut-être pas préparé, disons, un squelette à votre interview, bah, vous allez avoir peur d'aborder des sujets parce que vous n'allez pas du tout savoir où ça va vous embarquer. Et puis potentiellement, vous avez peur que la personne en face vous dise non mais c'est pas du tout mon domaine, voilà. Et donc là, vous serez planté. Et donc en fait, c'est pour ça que c'est très important d'avoir préparé. Le cadre, la méthodologie, la rigueur, c'est des choses qui permettent ensuite d'être très libre. C'est ce qui permet ensuite de faire ce qu'on a envie, de le faire de la façon dont on a envie. C'est ce qui permet de s'amuser en fait. Mhm. C'est parce qu'on a réussi à poser ce cadre à la base qu'ensuite on fait ce qu'on veut. Ah, bah, j'ai un prof dans mon école de jazz il y a quelques années qui me disait apprends les règles pour mieux t'en défaire après. Et c'est un des meilleurs moyens d'en être libre. Après, évidemment, faut Complètement. pas à trop les respecter, on finit par en être emprisonné. Mais en tout cas, ouais, c'est réussir à trouver cette harmonie entre les deux, mais surtout commencer par l'apprentissage comme de la langue. Hein. On apprend une langue et ensuite on est libre de pouvoir décrire notre pensée. Mhm. Mais bien sûr, surtout on apprend une langue, puis ensuite on est libre d'utiliser des raccourcis, enfin, de faire des jeux de mots, Ouais. voilà, éventuellement d'ironiser, d'utiliser des phrases un peu différemment, mais à la base, il faut connaître le fonctionnement de la langue. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'univers du podcast est assez compliqué parce il a ses codes et ils sont pas simples. Mhm. Donc, pour pouvoir jouer avec, pour pouvoir développer son podcast efficacement, je pense qu'il faut il faut commencer par bien comprendre le cadre et bien le respecter. Votre dernière question, est-ce que tu as un podcast à conseiller? D'abord, une de tes chaînes qu'on peut écouter facilement, je pense à Culture G ou Science Infuse dont on a parlé, mais ça d'un côté, et aussi un podcast qui n'est pas de toi, de vous. Ouais. Euh, et ben, c'est simple. Enfin, moi, j'ai un podcast que j'adore, mais vraiment que j'adore. Vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs podcasts que j'ai eu l'occasion d'écouter. C'est une traduction en fait d'un podcast américain. Euh, D'ailleurs, je pense que dans certains des miens, on retrouve peut-être l'inspiration. Enfin, lointaine, c'est vraiment très différent, mais disons que dans la façon dont on construit la narration, alors on est sur des façons de faire qui sont pas extrêmement éloignées, même si c'était pas volontaire à la base. Puis maintenant, petit à petit, parfois on s'en rapproche parce que j'admire vraiment la façon dont ils travaillent. C'est le podcast Guerre de business de Wondery avec Lomik Guillot en voix française. Donc vraiment un excellent podcast, je vous le recommande. Ok. Euh, vous allez vous régaler. Après, si vous avez bien aimé, je pense que dans la même tonalité, enfin dans le même style de podcast, vous en trouverez beaucoup parmi les podcasts du Studio Biloba, que ce soit le meilleur résumé ou pépite d'histoire, où vous devriez vous régaler de la même façon. C'est pas tout à fait les mêmes formats, c'est pas tout à fait la même chose, mais disons qu'on a une même manière. Voilà, on raconte des histoires, on prend un peu des voix, on construit un récit avec tout un habillage musical, un design sonore, des bruitages, enfin bref. Tout ça, c'est des points communs qu'on peut avoir entre Guerre de business, qui est mon podcast externe vraiment préféré, et ce qu'on peut faire. Mhm. Donc je pense qu'a priori, si vous aimez les contenus du Studio Biloba, vous devriez aimer Guerre de business et inversement. Ok. Bah, je vais mettre. Bah, tu sais quoi, pour Studio Biloba, je mets moi ce que je préfère. Je vais mettre dans la description si tu le veux bien. Et je Ouais. mettrai aussi les liens de Garde Business. Comme ça, les gens pourront écouter à leur aise. Ah, il faut que tu ailles écouter aussi, hein, si tu l'as pas encore Bah, bien écouté. sûr, bien sûr. Ouais, non, j'ai pas encore écouté. J'écouterai. J'écouterai avant de poster. Comme ça, je pourrai en parler en connaissance de cause. Ouais, c'est un régal, honnêtement. Tu m'en diras des nouvelles. Ouais, ok, ça marche. Bon, bah, Gabriel, merci beaucoup. Avec Et, plaisir. et est-ce qu'on peut.
Non, est-ce que ouais, si, si des gens veulent te poser des questions, veulent en savoir plus ou te faire des déclarations d'amour comme toi, comme moi, sur quel réseau ils peuvent te trouver? Sur Twitter, sur LinkedIn. Sinon, qu'ils n'hésitent pas à envoyer aussi des messages. J'en reçois régulièrement par le site du Studio Biloba, il y a un formulaire. Sinon, sur Twitter, je pense que c'est quand même le plus simple, parce que c'est un des réseaux que j'utilise le plus pour répondre à des auditeurs. Voilà. Sinon, les mails, même par les pages Facebook, ça arrive quand même. Voilà, il n'y a pas de Ok. souci. Donc par tous les moyens, on te trouvera Oui, voilà, si je on suis veut. pas extrêmement actif sur les réseaux sociaux. Si vous allez suivre le compte Instagram, Facebook, etc., vous n'allez pas découvrir une très grande activité, sachant que dans le studio, on n'a pas de community manager. C'est un choix, parce que je pense que c'est pas forcément nécessaire. Peut-être qu'un jour, on en ressentira le besoin, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas nécessairement besoin d'animer une communauté ailleurs que dans le podcast. Voilà. Donc, on a fait le choix de ne pas développer cet axe-là pour le moment. Mhm. Et donc, on ne poste pas beaucoup, va pas y avoir énormément de stories, va pas y avoir beaucoup de publications. En revanche, on répondra aux messages. Ok, et ben c'est noté. Et Merci. Oui. d'ailleurs, si vous appréciez, je dis on parce que il y a aussi les autres voix, les autres rédacteurs du studio. Maintenant, on commence à être assez nombreux. Si vous appréciez Alexandre, si vous appréciez la voix de Loïc ou des prochains projets, parce qu'on a aussi Simon, Édouard, et puis dans les rédacteurs, enfin, il y a aussi Candice, il y a aussi Alexis d'ailleurs, pour ceux qui apprécient Arsène Lupin, on reçoit aussi régulièrement des messages. Donc voilà, Mhm. toute l'équipe en soi, si vous leur écrivez sur les différents supports pour que ce soit l'un d'entre eux, un membre de l'équipe, on fera suivre de toute façon. Donc n'hésitez pas. Ok, trop cool. Merci beaucoup Alexis. Merci à toi. Bonne journée. Salut. Salut. Ciao.